Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je vois qu'on est quelques-uns de connectés déjà. Bienvenue pour ce webinaire qui va parler donc des vulnérabilités, de la gestion de ces vulnérabilités et de l'amélioration de la gestion de ces vulnérabilités. Je crois, si jamais vous l'avez pas remarqué, qu'on va parler donc de vulnérabilité. Je vous propose, on va attendre un tout petit peu le temps que les gens qui sont un petit peu en retard puissent avoir l'occasion de se connecter. Je crois qu'il y a un bon tiers là de gens qui sont déjà connectés, donc on va attendre un petit peu. Il y a des connexions, déconnexions. En attendant, si jamais vous avez jamais fait de webinaire sur Livestorm, vous avez donc l'écran vidéo en dessous de moi normalement, sauf si vous êtes sur mobile, mais si vous êtes sur vous avez le chat, vous avez une partie questions, une partie sondage. Chacune de ces sections en fait peut vous permettre d'intervenir et d'avoir un peu d'interaction avec moi. N'hésitez pas à utiliser au minimal le chat pour poser des questions. Alors, il y a une section questions dédiée si jamais vous voulez poser réellement des questions et que je puisse les retrouver notamment en fin de webinaire. Mais dans le chat, ça marchera aussi. On est deux à être connectés là de l'équipe Roder et donc moi je vais faire le webinaire et Camille va aller surveiller le chat et les questions. Si jamais vous avez des problèmes de son ou de vidéo, n'hésitez pas ici à écrire dans le chat. On reste sur un ADSL ici, donc c'est vrai qu'il peut y avoir des soucis. On essaiera d'être attentif. Si je regarde un peu en hauteur, c'est que j'ai le double écran et que ma caméra est à peu près au milieu. Désolé pour ça. Est-ce que tout le monde m'entend bien? N'hésitez pas à écrire peut-être un petit message dans le chat pour vérifier que, le chat fonctionne bien. Parce que pour nous aussi, c'est une grande première d'utiliser Livestorm. Bonjour Valentin, merci d'être présent aujourd'hui. Ça fait plaisir d'ailleurs, je vois qu'il y a plusieurs de nos clients qui sont déjà aussi connectés. Bon bah parfait. Merci pour avoir utilisé le chat, c'est parfait. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour poser vos questions. Et donc je vais commencer. 11h02. Tant pis pour les retardataires, ils viendront rattraper en cours de route. Donc les vulnérabilités. Les vulnérabilités, c'est un mot qu'on entend de plus en plus souvent. Globalement, la sécurité informatique, c'est plutôt à la mode en ce moment. Alors souvent c'est à la mode, mais pas toujours pour des bonnes raisons, ou tout du moins pas pour des raisons qui sont très positives et sympathiques. Et les vulnérabilités font partie des problématiques qu'on rencontre le plus souvent quand on parle de sécurité informatique. Ça touche tout le monde, aussi bien des petites PME que des grosses structures. Et bah, on atteste le nombre de vulnérabilités CVE qui sont répertoriées, plus de 138 000 depuis l'histoire des CVE, de la création des CVE, c'était il y a quasiment 20 ans, je crois. Et rien qu'en 2019, il y en a eu plus de 12 000, donc ça fait 1000 par mois, c'est énorme. Les vulnérabilités ne manquent pas. Et pour autant, elles sont pas toujours très bien gérées. Alors d'ailleurs, quelle est la différence entre des vulnérabilités et une CVE? Est-ce que vous savez, vous, de votre côté, ce qui est comme la différence entre ça? Est-ce que vous connaissez la différence entre une vulnérabilité et une CVE? Normalement, Camille devrait pouvoir envoyer un sondage pour vous poser la question. Mais c'est vrai que on entre tout de suite dans le détail de CVE, vulnérabilité. Quelle est la différence entre les deux? Heu, c'est, hem, c'est pas la même chose, donc déjà spoiler alert, mais l'un inclut l'autre. Heu, alors n'hésitez pas à jouer le jeu juste de répondre au sondage, nous ça nous permet de savoir un peu, quel est le est-ce que c'est une interactivité qui marche bien? Est-ce que c'est sympa? N'hésitez pas aussi à nous donner un feedback, en cours de webinaire. On vous reposera la question par mail, à la fin de ce webinaire, de savoir ce que vous en avez pensé. Donc c'est dans le petit onglet, de la partie, sondage. Ah oui, mais c'est bien en plus, effectivement, je commence à parler. Moi, j'ai ma présentation qui se déroule sous mes yeux, mais vous ne la voyez pas. Donc, ce serait peut-être bien que je vous partage mon écran. Hop, c'est parti. C'est vachement mieux quand même avec une présentation. Merci Camille.
Donc, oui, quelle est la différence entre une vulnérabilité et une CVE? Alors, c'est assez simple. Une vulnérabilité, c'est une vulnérabilité, donc c'est une anomalie hein, généralement qui est qualifiée comme une faille, comme une vulnérabilité. Et une CVE, c'est un dictionnaire spécifique qui vient en fait catégoriser et spécifier une vulnérabilité en particulier. Notamment, on va retrouver dedans, par exemple, les CVSS, c'est le score. On va retrouver donc le score qu'on va donner à cette vulnérabilité pour calculer un petit peu la magnitude, l'amplitude du risque qui est associé à cette vulnérabilité. On va avoir, par exemple, aussi la liste des paquets qui sont concernés ou des applications qui sont concernées. Il va y avoir un certain nombre d'informations dans ces CVE. Ce qu'il faut voir, donc, c'est que toutes les vulnérabilités ne sont pas des CVE, mais toutes les CVE sont des vulnérabilités. Euh, alors, je vais débuter ce webinaire en rappelant un petit peu ce qu'est le process de gestion de vulnérabilité. Je suppose que tous ne sont pas forcément, enfin, parmi vous, peut-être que tous ne sont pas très au fait de ce qu'est un processus de gestion de vulnérabilité. On commence par le plus basique. Déjà, c'est de collecter et de centraliser les vulnérabilités. C'est bien, elles existent, mais il faut bien savoir quelles sont-elles et pouvoir avoir toutes ces informations à un moment donné pour savoir est-ce que je suis vulnérable ou pas, autant connaître les vulnérabilités. La deuxième étape à avoir, c'est l'inventaire et de savoir sur toutes mes machines, sur tout mon parc, quelles sont les vulnérabilités qui s'y trouvent. Mais de pouvoir avoir cette collecte d'informations, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'à partir de cette étape-là, on sait que on est vulnérable à telle ou telle vulnérabilité. Il va falloir gérer ces vulnérabilités. Souvent, il va falloir les prioriser. On a parlé de 138 000 vulnérabilités. Je vous laisse imaginer que vous n'allez pas gérer chacune de ces vulnérabilités à chaque fois. Il va falloir y remédier. Enfin, après, vous faites bien comme vous voulez en termes de remédiation. On en parlera un petit peu après. Mais l'idée, c'est que ce n'est pas parce que vous allez avoir des outils ou mettre en place un processus de détection de vulnérabilité que vous allez gérer et remédier à ces vulnérabilités. Souvent, c'est très décorrélé et d'ailleurs, ça se ressent en fait dans l'ensemble du process. Les points de friction sont assez différents entre chacun de ces quatre étapes. Et alors, ces vulnérabilités, ce processus de gestion de vulnérabilité, ils sont souvent associés à des bonnes pratiques, mais ils sont même obligatoires dans plusieurs normes de sécurité. C'est pas simplement juste pour faire joli, c'est même vraiment obligatoire pour pas mal d'acteurs qui sont soumis, par exemple, dans le cadre de PCI DSS, c'est si jamais vous gérez des cartes bancaires, ou Secnim Cloud, c'est si jamais vous voulez faire un cloud d'État. Et donc ça, ce sont des processus qu'il faut que vous mettiez en place. Les challenges principaux au niveau de la gestion des vulnérabilités aujourd'hui en 2020, il y a un super, je vous recommande vraiment d'aller voir cette ressource. C'est la Verizon Data Breach Investigations. Ça fait plusieurs années qu'ils le font et ils viennent collecter un certain nombre d'informations autour des data breach, des vulnérabilités et viennent un peu énoncer quelles sont les grandes difficultés. Alors sans grande surprise, un des problèmes principaux, c'est toujours la détection de ces vulnérabilités. C'est quelque chose, c'est un process qui prend beaucoup de temps, qui est souvent pas indispensable au fait que le service informatique fonctionne. C'est plutôt du préventif. Et donc, souvent, c'est là où on manque de budget ou de moyens, et donc ça reste un des problèmes principaux. Mais il y a aussi la partie remédiation. La remédiation, c'est un vrai souci et ça a tendance à s'améliorer au fur et à mesure des années, mais ça reste l'enjeu principal aujourd'hui dans la gestion des vulnérabilités. C'est on sait détecter les vulnérabilités, mais on ne sait pas bien y remédier. Je ne sais pas si c'est votre cas, si vous vous ressentez concerné par ça, mais sachez que en fait c'est le cas quand même pour beaucoup d'entreprises. Notamment, ils ont fait une moyenne du temps donc dans cette investigation. Ils ont fait une moyenne du temps qu'on met pour remédier à une faille de vulnérabilité, enfin une vulnérabilité, pardon. Et chez les fournisseurs de services, donc les service providers, donc globalement les infogérants, c'est assez simple, c'est leur métier quand même, hein, principalement, de fournir une base qui soit fonctionnelle et sécurisée. Même eux mettent 85 jours en moyenne, une fois qu'ils ont priorisé une vulnérabilité, pour y remédier. Donc là, c'est même pas en comptant la partie détection, c'est une fois qu'on l'a détecté et qu'on l'a priorisé, il leur faut 85 jours, c'est énorme, pour réussir, quasiment 3 mois, pour réussir à remédier à cette vulnérabilité.
Alors pour débuter et essayer d'améliorer ça, les vulnérabilités, avant tout, il faut savoir qui on est. Il faut savoir de quoi on parle, quel est son système d'information et comment est-ce que je peux faire pour détecter ces vulnérabilités. C'est vraiment la première base. Euh, alors, je vais parler dans la suite de ce webinaire, ce que nous, on constate de notre côté. Nous, on est une société de gestion de configuration et d'automatisation de la cybersécurité. Et donc, on a un certain nombre d'échanges avec nos clients, avec nos prospects. Et c'est la gestion des vulnérabilités et la cybersécurité en règle générale, c'est vraiment un des sujets majeurs. Et là, je vous fais juste un retour d'expérience par rapport à ce que on voit comme optimisation ou comme grands axes à travailler pour améliorer cette gestion de vulnérabilité. Rappel assez simple quand même que les vulnérabilités, elles ont pour source plein d'endroits. Donc tout à l'heure, je parlais des CVE. Effectivement, les CVE sont une excellente source. On les retrouve sur le Mitre principalement, ou sur tous les outils qui sont affiliés au Mitre, qui va gérer, en fait, c'est l'organisme qui va gérer les CVE, qui va venir cartographier et numéroter ces CVE. Enfin, c'est pas le seul, puisqu'ils ont des sous-organismes. NVD, c'est inclus dedans, les CERT aussi, ils travaillent en fait conjointement dans tout ça. Donc, ça vous fait déjà une bonne source. Euh, on l'a dit tout à l'heure, une vulnérabilité, c'est aussi avant tout une faille. Donc, c'est avant tout aussi une anomalie, simplement, qui a été qualifiée comme faille. Et donc, tous les éditeurs et tous les fournisseurs de services peuvent émettre également des vulnérabilités et peuvent venir dire j'ai telle ou telle vulnérabilité. Je prends l'exemple chez nous. On a régulièrement des vulnérabilités qui sont identifiées, qu'on va venir patcher. Pour autant, aujourd'hui, c'est très rare qu'on aille voire même je crois que c'est jamais arrivé, qu'on vienne les publier officiellement comme une CVE. Mais ça n'empêche que la vulnérabilité est vraie, elle est là, elle est disponible et elle est documentée. Donc c'est une source supplémentaire. Euh, on a du coup des outils qui viennent centraliser en fait ces informations-là, puisque ça va même au-delà en fait de ces sources. Il va y avoir des outils qui vont venir scraper Internet pour aller regarder par exemple les blogs spécialisés et venir rechercher ou même le dark web pour savoir justement est-ce qu'il y a une faille zero day qui vient de sortir, est-ce que une faille CVE a eu un POC de mis en place ou voire même est-ce qu'il y a un outil qui a été créé pour faire ça. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a toutes ces sources externes qui viennent rajouter ces vulnérabilités. Et puis, il y a des audits. Vous allez faire des pen tests, vous allez demander à des équipes ou des sociétés de faire des audits de sécurité et vont vous révéler des vulnérabilités. Et puis, il y a en interne. Alors, en interne, pour les grosses structures, ils peuvent avoir des red teams. Donc, globalement, c'est des pen testers et des auditeurs, mais internes. Il va y avoir des analyses de risque, mais il peut y avoir aussi vos propres outils d'analyse et vos outils de compliance en interne. J'en parle parce que notamment Rudder, c'est un outil de compliance, mais globalement, tous les outils d'automatisation allez déjà avoir chez vous ou des outils d'audit, des scans. Vous avez peut-être des outils de scan de vulnérabilité. Tout ça, ça va vous venir vous apporter du grain à moudre en termes de vulnérabilité. Et tout l'enjeu pour réussir cette collecte de vulnérabilité, c'est de centraliser. Il faut que vous puissiez centraliser toutes ces sources. Et les sources, il y en a énormément. Et donc, il faut pouvoir les automatiser. Donc automatiser cette collecte et venir centraliser ces informations. Il faut aussi avoir le soutien du management, parce que si jamais vous n'avez pas ce soutien, alors management ne veut pas forcément dire votre management directement, évidemment le vôtre aussi, mais aussi celui de tous vos collègues. Il faut que vous puissiez travailler de concert avec toutes les équipes pour réussir à venir centraliser toutes ces vulnérabilités. Et donc, on le voit, les CVE n'apparaissent qu'une seule fois, hein, c'est la première ligne. Toutes les autres, ce ne sont pas des CVE. Et donc, il faut bien prendre en compte que toutes les vulnérabilités ne sont pas des CVE. Je ne sais pas si vous avez déjà des outils de collecte de vulnérabilités. Je serais intéressé de savoir si certains d'entre vous en ont et si vous en êtes satisfait. Donc, n'hésitez pas à éventuellement écrire dans le chat pour ça. Ou si vous avez des questions, posez vos questions dans le chat. Et moi, je pourrai y répondre soit en direct, soit à la fin du webinaire. Ok, on a collecté toutes ces... Oui, Roder, merci Jérôme. C'est vrai qu'on a sorti récemment un outil de détection de vulnérabilité qui vient collecter, vient rajouter des fonctionnalités dans l'outil de Roder. Donc oui, c'est vrai, ça en fait partie. Merci Jérôme. Euh, alors, il y a les inventaires sont importants aussi puisque donc maintenant on a la liste de toutes ces vulnérabilités, c'est bien, mais quels sont les systèmes qui sont impactés?
Pour savoir, alors, on va avoir besoin de connaître notre système d'information. Et ben, j'avais fait un talk au DevOps Rex, c'était l'an dernier, je crois, oui, c'était l'an dernier, qui durait juste 2 minutes, c'était un tout petit pitch. Et je disais que justement 99%, c'était parfois 0%. C'est-à-dire que vous avez un système d'information, il est super blindé, il n'y a aucun souci, tout est sécurisé. Vous avez un système. Ouais, mais c'est un vieux AX, on s'en occupe plus. Eh oui, mais il en suffit d'un pour que l'attaquant puisse pénétrer dans votre système et tout faire tomber. Et donc, c'est ultra important de connaître l'ensemble de votre système d'information. Et l'inventaire doit répondre à certaines contraintes et certains objectifs. Surtout aujourd'hui, enfin il y a encore pas longtemps, d'ailleurs j'en connais encore qui continuent comme ça, font ça sur des Excel. Donc ils ont des inventaires, mais basés sur des Excel. Alors c'est pas mauvais, enfin je veux dire on a 50 ou 100 machines, c'est très gérable, mais plus ça va dans le temps, plus on s'oriente sur de la ressource à la demande, sur des conteneurs, sur du cloud, et donc on a une augmentation exponentielle du nombre de machines. Généralement, les budgets et les ressources humaines ne suivent pas. Et donc, il faut pouvoir automatiser ça. Alors, l'objectif principal d'avoir un inventaire, c'est qu'il faut qu'il soit complet. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez l'ensemble de vos assets qui soient dans cet inventaire, de préférence en temps réel. On parle de conteneurs, donc des fois c'est quelques dizaines de minutes, voire quelques minutes de durée de vie. Donc il faut que ça puisse être en temps réel et avoir une vision extrêmement précise et détaillée. Souvent quand on parle d'inventaire, on pense à avoir un inventaire soft avec les versions. C'est pas mal, mais ça va au-delà. En fait, vous allez avoir des architectures qui vont être plus ou moins sécurisées. Est-ce que vous avez des firewalls? Est-ce que vous avez des web application firewall? Tout ça va venir impacter potentiellement les risques associés à avoir des failles de sécurité. Je prends l'exemple j'ai un prospect il m'a parlé de ça. Il m'a dit, ouais, moi j'ai mis en place une super solution, d'ailleurs une solution française que je vous recommande, qui s'appelle CyberWatch, et qui fait de la détection de vulnérabilité. Bon, il se cantonne à ça, hein. Et donc, ben, c'est bien, il fait de la détection de vulnérabilité, mais la réalité, c'était que lui, il estimait d'être sur un réseau qui était très sécurisé et assez offline par rapport à Internet. Et donc, son enjeu principal, c'était, en fait, cet outil il me détecte des CVE, c'est le principal objectif de ce genre d'outil, hein, quand on parle d'outils de scan, mais ne détecte pas si mes configurations sont bien sécurisées. Est-ce que mes accès routes sont bien interdits par SSH, par exemple, sur mes systèmes? Ça, ce genre d'outil ne le fait pas. Et donc, il faut que votre inventaire puisse vous donner ce genre d'informations. Et donc, la bonne clé pour détecter ces vulnérabilités, ben, c'est de connaître l'ensemble de son système d'information, son inventaire logiciel et des versions, mais aussi comment elles sont configurées et comment est-ce que est architecturée votre solution. Avoir une CMDB est sans doute un idéal, mais souvent n'est pas complètement suffisant. Donc, c'est travailler de concert sur l'ensemble de ces outils et faire qu'ils sont intégrés. Donc, essayez plutôt d'ailleurs d'avoir des solutions libres et open source, parce que c'est beaucoup plus facile de venir les intégrer les uns avec les autres. Euh, donc, une fois on sait qu'on connaît toutes nos vulnérabilités, on sait les détecter, mais ça reste que, je vous l'ai dit, 138 000 de vulnérabilités en tout, 12 000 par an l'an dernier. Imagine donc du coup que ça fait environ 1000 par mois en 2019. C'est énorme. On peut se dire, bah, je ne vais jamais réussir à pouvoir gérer toutes ces vulnérabilités. Impossible. Enfin, franchement, je pense que vous auriez raison. Moi, en tout cas, je ne pourrais pas non plus. Et pourtant, il va bien falloir s'y coller à un moment donné, quoi. Donc, comment on fait? Il va falloir gérer et prioriser. Donc, gérer ces vulnérabilités, avant tout, c'est se souvenir qu'en réalité, on a aussi bien la remédiation, parce qu'on pense à gérer ces vulnérabilités, on pense tout de suite à patcher et à dire, bah, OK, je vais mettre à jour et je vais corriger la vulnérabilité. Mais dans certains cas, ce n'est pas que remédier, c'est aussi savoir accepter le risque. C'est aussi savoir se dire, OK, je ne vais pas patcher parce que bah, peut-être c'est impossible, ou je n'ai pas le temps, ou ce n'est pas suffisamment important et risqué, et donc il faut savoir accepter le risque. Mais pour pouvoir faire tout ça, il faut pouvoir documenter, tracer, historiser toutes ces décisions et pouvoir les communiquer, parce qu'en fait, c'est rarement une décision qu'on prend seule. Si on écoute notre RSSI, on va vouloir tout sécuriser, puisque tout est une faille. Lui, son objectif, c'est de réduire le risque au maximum. Tant qu'il y a une faille, il y aura toujours un risque. Et puis même quand il n'y aura plus de faille, il y aura toujours des risques. Donc, mais il va falloir communiquer, réussir à travailler, à collaborer ensemble. Donc, essayer de favoriser des outils qui sont non clivants. Je prends un exemple. Nous, par exemple, Roder, en automatisation système, on a fait le choix d'avoir une automatisation qui se fait graphiquement. Donc, c'est de l'infra as code, comme toutes les autres outils comme Puppet ou SolStack.
Mais pour autant, ce sont des outils qui sont uniquement en infra as code et donc qui nécessitent des grosses compétences de coding. Et beaucoup de gens ne sont pas juste en compétence de pouvoir faire ça. Donc, essayez de pouvoir avoir des outils qui sont utilisables par tous. Euh, et puis, vous allez pouvoir les prioriser et donc essayer d'automatiser. Alors, effectivement, concernant la question de Maillard, merci pour ta question sur la gestion d'inventaire en open source. Il y a un excellent outil que je recommande chaudement, Fusion Inventory ou OCS Inventory. Hein, les deux, enfin, le premier est un fork de l'autre. Donc, OCS et Fusion sont tous les deux des outils français. OCS a l'avantage d'avoir un support professionnel assez important. Nous, on a fait le choix d'intégrer Fusion Inventory, par exemple, dans Roder, ce qui fait que vous avez l'agent en fait qui est embarqué l'agent Fusion qui est embarqué dans notre propre agent, et vous pouvez faire de l'extension d'inventaire. Ensuite, quand on parle de gestionnaire d'inventaire, il y a la partie collecte. Donc la Fusion OCS va faire cette collecte. Puis ensuite, il y a OCS Server ou GLPI ou Roder, par exemple, qui vont venir récolter et venir afficher cet inventaire. Si votre objectif, c'est de vraiment faire de la gestion d'inventaire très précis, des GLPI, OCS sont sans doute les deux outils les mieux câblés, je dirais, pour faire de la gestion d'inventaire. Et sur de la CMDB, vous pouvez en fait raccrocher ça à Etop, qui est un outil de CMDB open source et qui vient pas se substituer à votre gestion d'inventaire, mais qui vient en fait le compléter pour rajouter la CMDB, donc toute la logique dedans. Je serai disponible pour en discuter avec vous plus longuement plus tard, sans souci. Nous, en tout cas, côté Roder, par exemple, on a cet inventaire et on permet de l'exporter ensuite derrière sur votre GLPI ou dans ETOP ou dans votre CMDB, dans ServiceNow, etc. Pour cette bonne raison. Ça commence par là, quoi, au niveau de l'inventaire. Mais tout ça, ça suffit pas. Là, c'est top, hein. On sait dire que tel asset est vulnérable à telle et telle et telle vulnérabilité. C'est déjà bien. Vous savez dire aussi, OK, je sais que parmi toutes ces vulnérabilités, c'est celle-là qui va m'importer le plus parce qu'elle est très critique. Je prends, la semaine dernière, c'était les F5, hein, tous les équipements F5 qui étaient en vulnérabilité ultra importante, hein, CVSS de niveau 10, donc c'est le niveau le plus haut, ultra critique. Tout le monde, tous les CISO, donc tous les RSSI que j'avais sur Twitter ont tous dit, bah, et c'était le vendredi en plus, hein, bon, bah, ce soir, on se tape le patching, on y va, c'est bien. Mais en fait, c'est du mode pompier. Et ce qu'il faut voir, c'est que souvent, la plupart des entreprises vont venir s'arrêter à la détection de vulnérabilité et vont se dire, bah, en fait, je vais réutiliser le process qui est déjà en prod, qui est quand je fais une demande de changement, ITIL est passé par là, bah, je vais ouvrir un ticket. C'est bien, mais sauf que ces tickets-là, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça manque d'accompagnement des équipes et surtout, bah, c'est pas ça la réalité de la production. Euh, il y a des outils de détection de vulnérabilité, hein, je peux en citer quelques-uns, Rapid7, Qualys, CyberWatch, tous ces outils-là, ils vont faire de la détection de vulnérabilité, vont vous proposer d'y remédier. Généralement, la remédiation, en fait, c'est juste l'application d'un petit script bash. Enfin, c'est vraiment juste qu'un script, quoi. Et ça marche très mal. Comme je vous le disais, 85 jours en moyenne le temps pour remédier. Donc, c'est souvent le parent pauvre. Et la problématique qu'on rencontre pour gérer une vulnérabilité, c'est que la remédiation, en fait, c'est trois choses différentes. Alors, la première qu'on pense tous, c'est on va mettre à jour notre applicatif. Donc, soit en urgence, vite, campagne de patching immédiate. Il faut absolument qu'on sécurise l'ensemble du parc, hein. Je me souviens, voilà, il y a encore un mois, c'était Samba. Samba 3, donc tous les services Samba 3 sur les serveurs Windows qui étaient vulnérables. Encore un petit peu avant, bah, il y avait Heartbleed, hein. Bon, ça commence à dater un petit peu, mais bon, là, on s'y met à donf et bah, c'est logique. Sur du long terme, on va plutôt parler de patch management, je vais en reparler un petit peu après, mais globalement, là, on parle que des mises à jour. C'est plutôt bien applicable à une CVE. Une CVE, la plupart du temps, la mise à jour, ça suffit. Quand c'est pas une CVE, si c'est voilà, dans le cadre de PCI, je dois m'assurer que l'ensemble de mes serveurs sont bien audités et toutes les activités d'un utilisateur sont bien tracées dans des logs et sont bien remontées. Donc, il va falloir que vous configuriez auditD, il va falloir que vous configuriez la centralisation de logs. Et quelque part, ça peut être considéré comme une vulnérabilité si jamais vous avez un serveur qui n'est pas conforme par rapport à cette politique. Et donc là, vous allez devoir modifier des configurations. Donc ça, c'est un deuxième axe de remédiation.
Et parfois, que ça soit pour les mises à jour, parce que par exemple le patch n'est pas disponible ou parfois une vulnérabilité ne peut pas être corrigée, du coup on va essayer de la contourner. Donc on va essayer de sécuriser l'infrastructure autour. On peut essayer d'arrêter le service temporairement. Par exemple, dans le cadre de Samba, il y a pas mal de gens qui ont du coup stoppé les services Samba sur beaucoup de serveurs. Dans le cas, c'était pas nécessaire. Il y a pas mal de documentation là-dessus. On a accompagné un client exactement sur cette problématique-là. C'est assez logique. Parfois même, sinon, on va aller déplacer en fait la machine et on va aller la mettre dans un réseau plus sécurisé. Donc, il y a vraiment ces trois axes-là. Et ce qu'il faut voir, du coup, c'est que en fait, une remédiation n'est pas qu'une remédiation, comme les trains. Un train peut en cacher un autre, et ben, une remédiation peut en cacher plein d'autres derrière aussi. Parce que vous allez faire des choses différentes selon les systèmes ou selon les capacités que vous allez avoir au moment donné. Euh, Parce qu'il faut se souvenir que, avant tout, il y a une réalité. La production informatique, elle possède ses propres contraintes. Elle a ses processus de mise en prod. Voilà, on va avoir d'abord du dev. Enfin, quand on fait une mise en prod, on va d'abord peut-être taper sur du dev, puis sur de la pré-prod, puis sur de la prod. On va avoir des engagements de niveau de service. Les équipes, elles sont sous l'eau parce qu'en fait, tout le monde veut accéder au serveur et tout le monde veut. Les développeurs veulent veulent déployer une nouvelle application. Le management veut avoir une information de niveau de disponibilité. La sécurité veut que ça soit patché. Bref, tout le monde veut avoir accès à cette machine en prod. C'est le centre d'attention de tout le monde. Et donc, du coup, les équipes de prod, les sysadmins, en l'occurrence, la plupart du temps, ils sont débordés. Et puis, chaque machine est assez différente les unes des autres. Vous voulez aller voir patcher telle application, c'est bien, mais est-ce que cette application, elle est compatible avec la dernière version de Java? Peut-être pas du tout. Et donc, vous allez avoir au sein d'une remédiation, différentes remédiations et des exceptions. Et il va falloir réussir à suivre l'ensemble de ces remédiations dans le temps. Sans compter les remédiations qui se passent mal. Donc là, il faut détecter que ça se passe mal, pouvoir revenir en arrière facilement. C'est compliqué. Et donc, ça, c'est rarement les équipes de sécurité qui vont venir faire ça. Elles vont piloter, mais ceux qui connaissent le mieux la production, ce sont les gens qui s'occupent de la prod au quotidien, quoi. Donc, c'est le responsable de production, c'est les sysadmins qui vont gérer cette prod. Eux, d'ailleurs, ils possèdent déjà leurs propres outillages. Des outillages de déploiement, d'orchestration, par exemple du Ansible, du XL Deploy, du Rundeck. Ils vont avoir des outils de gestion de conf et de patch management. Voilà, je prends l'exemple de Puppet, Solstack, Rudder. Je suis sympa, je cite mes concurrents d'abord. De supervision, du Centréon. C'est vraiment du Zabbix. Enfin, voilà, tout le monde va avoir déjà ses propres outils en prod. Et donc, du coup, c'est ultra important de venir en fait s'intégrer à leurs propres outillages. Remédier aux vulnérabilités, si on comprend bien, du coup, c'est travailler avec les équipes de prod et probablement avec les outils de production. Et vu le nombre qu'il y a, il va falloir automatiser. Automatiser, automatiser, automatiser. Aujourd'hui, de toute façon, c'est le principe même d'un système d'information quand même, hein, c'est un peu l'objectif, hein. Un système d'information, c'est d'automatiser l'information. Donc, jusque-là, ça paraît logique. Et pour autant, souvent, on se retrouve en mode pompier. Parce que, en fait, soit on n'a pas eu l'occasion ou les moyens de pouvoir mettre en place un système de détection prédictif et préventif. Et donc, en fait, alerte, enfin, tout le monde parle d'une faille de vulnérabilité, il faut qu'on patche partout. Ou, moi, je l'ai vécu, j'étais en Polynésie française, au gouvernement polynésien. On a eu un ransomware qui a commencé à toucher les machines et en l'occurrence aussi nos NAS. Et du coup, enfin, on était à peine au courant qu'il y avait ce ransomware qui était en train de se passer partout. Et là, branle-bas de combat et on se lance et on y va à fond. Bon, il y a certains cas de force majeure comme ça, c'est bien. Mais faut pas imaginer que la remédiation de ce genre de vulnérabilité en mode patching, c'est la guerre tout le temps, quoi. Donc, il faut aller plus sur du préventif et du prédictif et donc, du coup, automatiser le plus possible. À partir du moment où on va faire du préventif, du prédictif, automatiser et faire travailler les équipes ensemble, c'est ce qu'on appelle du SecOps ou du DevSecOps. Bon, c'est très galvaudé, un DevOps, DevSecOps. Souvent, c'est pour vous vendre de l'outillage. Moi, je vais vous dire, c'est pas du tout ça. L'objectif, c'est d'optimiser vos processus et de faire travailler vos équipes ensemble. Que ce soit DevOps, DevSecOps ou quoi qu'est-ce, l'objectif, c'est juste de faire bosser vos équipes ensemble. Et pour pouvoir faire ça, effectivement, il faut de l'outillage. Mais c'est une corollaire, c'est pas l'objectif principal. Ce n'est pas en achetant des outils que vous serez DevOps. Il y a un changement de culture et il y a un changement de paradigme de façon de traiter son système d'information qui emmène ça. C'est OK pour vous de votre côté? Je ne sais pas si vous avez cette approche DevOps ou DevSecOps chez vous. Est-ce que
DevOps ou DevSecOps, ça vous parle? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez ou pas du tout? C'est quelque chose qui vous intéresse, mais que vous allez ou ce n'est pas la priorité en ce moment, peut-être pour vous. Euh, mais c'est en faisant travailler les équipes ensemble qu'on arriver à avoir de belles choses, quoi. L'informatique, ça fonctionnait mieux avant. Bah oui, mais en même temps, avant, c'était trois pélos qui bossaient ensemble dans le même bureau, quoi. Donc là, ça marchait bien. Là, aujourd'hui, maintenant, les équipes sont splittées, tout le monde est en remote, hein, c'est très Covid compliant, mais enfin, c'est un peu l'avenir quand même dans nos types de métiers. Et donc, il faut réussir à faire bosser les équipes ensemble, leur permettre de communiquer et d'échanger factuellement, en fait, sur des informations. Et donc, pour sortir de ce mode pompier, on va essayer d'aller s'orienter un peu plus sur du préventif et du prédictif. Et donc là, il y a le patch management. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du patch management. Patch management, c'est un sujet à part entière. Je pourrais en refaire un webinaire d'une heure probablement à ce sujet. Là, ça fait déjà 25 minutes que je discute, donc je vais accélérer un tout petit peu. Mais le principe du patch management, c'est d'être prédictif et de venir patcher en amont, dès qu'il y a des patchs disponibles, de venir patcher les systèmes. Donc, ce qu'il faut prendre en tête, c'est qu'il faut avoir une stratégie et il faut essayer de se tenir à la stratégie. Il faut donc que cette stratégie elle soit réaliste. Si vous estimez de dire, OK, je vais patcher tous les 15 jours, sans doute que vos équipes pourront le faire. Mais si ce n'est pas le cas, alors il faut que vous revoyiez votre stratégie et que vous l'adaptiez. Et donc, du coup, une stratégie de patch management, j'en ai fait une avec un client en particulier. Lui, il a dit, bah voilà, moi, je veux mettre à jour mensuellement, notamment parce qu'en fait, dans PCI, il faut mettre à jour mensuellement, notamment pour prévenir en fait des CVSS, enfin des CVE, donc des vulnérabilités qui ont une CVSS supérieure à, je crois que c'est 8. Et donc, du coup, mise à jour mensuelle du système en production. Alors, il se cale sur le Windows, donc c'est tous les deuxièmes mardis de chaque mois, il lance ça et ça dure entre 1 et 2 semaines. Et pour pouvoir faire ça, lui, il va commencer d'abord par les serveurs de qualif. En fait, dans son environnement de qualif, il va commencer d'abord sur des serveurs identifiés comme test. Donc, si ça pète, c'est pas grave. Pour lui, c'est moins important que la qualif pète plutôt que son développement. Ensuite, il va venir déployer sur le développement, puis repasser sur la qualif et enfin passer sur la prod. Et dès que c'est possible, si jamais en prod il y a des clusters, il va casser le cluster, mettre à jour une partie du cluster, remettre le cluster, casser le cluster, repatcher la deuxième partie du cluster et le remettre. Je vous laisse imaginer la complexité et donc l'intérêt de venir automatiser toutes ces parties-là. Et donc un exemple très pratique, c'est vous découvrez une vulnérabilité, là, courant juin, sur GNU TLS, ok, pas de bol, c'était mercredi, non, allez, on va être un peu plus sympa, c'était le lundi d'après votre deuxième mardi du mois. Ok, bah, donc pas de bol. Le patching, bah, c'est mort, quoi. Ça a déjà commencé. Euh, Quand vous commencez votre patching, en fait, vous savez déjà identifier et figer vos repos, donc vos repositories avant, pour dire, bah, ok, je sais que je vais essayer de patcher là-dessus. Vous avez anticipé, du coup, quand vous faites ça, vous avez pu anticiper toutes les contraintes de production, notamment les incompatibilités avec la dernière version de Java, etc. Donc, vous ne pouvez pas le faire. Si vous voulez respecter ça, votre équipe de sécurité, elle va dire, moi en DMZ, c'est là où c'est vraiment là où c'est le plus critique pour nous parce que c'est là où on possède le plus d'attaques. Donc je veux que vous corrigiez en un mois. Par contre, sur le reste du système d'information, vous pouvez prendre 3 mois. Et donc, en DMZ, pas de bol, hein. C'est-à-dire que le temps que le patch management fasse son taf, vous allez dépasser le mois demandé par l'équipe de sécurité. Donc, vous allez devoir vous taper le patching à la main. À la main ne veut pas forcément dire que vous allez vous connecter sur chacune des machines. Vous pouvez l'automatiser, mais ça veut dire que ça sort des process et que vous allez y remédier immédiatement. Et pour le reste du système d'information, ça sera dans la prochaine campagne de patch. Et tout l'objectif, c'est de venir quand même vérifier à quel point est-ce qu'on est conforme ou pas dans le temps. Donc, il faut que vous puissiez vérifier régulièrement. Attention aux outils de scan. C'est généralement des outils de scan qui sont assez lourds et qui donc peuvent avoir du mal à venir détecter des vulnérabilités très fréquemment. Donc, préférez peut-être des solutions qui se basent sur des inventaires. Bon, je prêche pour ma paroisse, hein, nous, c'est ce qu'on fait chez Rudder. On se base sur l'inventaire et on vient vérifier. Donc, comme nous, on fonctionne toutes les 5 minutes par défaut, on fonctionne quasiment en continu. Du coup, on vient vérifier quasiment en permanence si vos systèmes sont vulnérables ou pas. La corollaire, quoi. Et si jamais c'est pas du patch, du coup, je l'ai dit tout à l'heure, c'est on va venir faire des actions unitaires ou alors on va essayer de venir modifier en fait les configurations et la baseline. Et donc là, on va venir toucher à la gestion de configuration pure. L'objectif, ça va être pour vous d'avoir une baseline sécurisée avec un ensemble de principes, hein. Donc des principes d'exploitation, s'assurer que c'est bien sauvegardé, s'assurer que les accès routes sont supprimés, etc. Vous allez avoir un ensemble de prérequis. Ça va être
des règles qui sont soit des règles opérationnelles, donc pour des sysadmins, avoir ces outils de base disponibles sur ces machines, sa sauvegarde, etc., ou des outils de sécurité ou des principes de sécurité. Et donc là, c'est intéressant d'avoir des outils de gestion de configuration pour justement appliquer cette baseline sécurisée en permanence. Un outil de gestion de conf, je rappelle que par rapport à un outil de déploiement comme Ansible, l'objectif, c'est de venir vérifier ça en permanence et d'avoir en fait une base sécurisée en permanence. Et donc, vous allez pouvoir faire du hardening system aussi et commencer à appliquer et à suivre l'application de votre politique de sécurité. Donc ça, c'est très préventif et finalement, vous allez améliorer petit à petit la sécurisation de votre système, par exemple sur la base d'une Gold Image, et vous allez rajouter le savoir-faire de la sécurité. Donc, vous allez sécuriser petit à petit, brique par brique. Vous allez rajouter, par exemple, Heartbleed, toutes vos failles de sécurité, plutôt que de dire, dès que je détecte qu'un asset est vulnérable, par exemple, je ne sais pas, une machine qui se relance après un an d'arrêt, pour X ou Y raison, ça va revenir dedans, là, ça peut venir potentiellement remettre une vulnérabilité. Il vaut mieux que vous l'insériez dans votre baseline pour dire, voilà, en fait, je veux m'assurer que si jamais il y a la moindre système qui arrive avec telle version, tel paquet, que ça me mette à jour automatiquement. Donc ça, c'est le genre d'intérêt qu'on peut avoir en essayant d'être préventif. Je parle de tout ça parce que nous, Roder, on est une solution de gestion de configuration et d'automatisation de la cybersécurité. On vient du milieu Ops, hein. À la base, ce qu'on disait, c'était gestion des configurations. Ça fait 10 ans qu'on existe. Notre objectif principal, c'était d'automatiser la gestion des configurations et donc de pouvoir gérer toute sa production en continu. Les principes fondateurs de Rudder, c'était la continuité, donc toutes les 5 minutes par défaut, supporter le plus de systèmes en permanence et d'avoir une orientation sur la compliance. Quand on parle de gestion de conf, c'est s'assurer que ces services sont toujours running. Donc, on a un client, il utilise Rudder pour ses usines. Enfin, en fait, il nous utilise pour tout, pour le bancaire. C'est un grand constructeur allemand et lui, il utilise Rudder pour tout. Et son objectif principal par rapport à cette compliance, c'était d'avoir un feedback immédiat. Donc, il sait tout de suite si ça marche, si ça marche pas. Et l'avantage aussi, c'est qu'il sait que si jamais il y a un service qui tourne pas, si jamais il y a une dérive, si jamais il y a un sysadmin qui fait une petite bêtise, Rudder va venir rattraper ça tout de suite. Euh, Alors, Frédéric qui pose une question, j'en profite avant de passer à la suite, sur le nombre de personnes à prévoir en moyenne pour une activité de veille, de vulnérabilité et de patch management. Effectivement, c'est vrai que c'est extrêmement chronophage. Euh, c'est très difficile à pouvoir répondre de but en blanc parce que en fait le nombre de personnes et le nombre, en fait, c'est pas tant le nombre de personnes d'ailleurs, c'est les moyens que vous allez fournir parce que ben, vous allez pouvoir acheter des solutions qui vont vous aider, vous allez pouvoir externaliser. Enfin, il y a vraiment plein de façons de faire qui peuvent vous permettre de pouvoir répondre à ces problématiques de détection et de veille de vulnérabilité, mais aussi de management et de remédiation. Aujourd'hui, ça dépendra de vos contraintes, du nombre de machines que vous allez avoir, de vos objectifs et de la gestion de vos risques. Donc, c'est ultra complexe à pouvoir définir. Les seules choses que je peux vous dire, c'est que globalement, ayez toujours au moins une personne qui est responsable par processus. C'est-à-dire que, je rappelle les principes utiles, mais ils sont pas là pour rien, c'est pas des bonnes pratiques pour rien. Mais globalement, si vous avez quelqu'un qui tous les matins va se lever parce qu'il va se préoccuper de cette problématique-là, il va faire en sorte que ça bouge et que ça avance. Donc ça va déjà aller dans un bon sens. Ensuite, en retour d'expérience, en moyenne, il faut quand même, c'est facilement quelques ETP, donc c'est facilement quelques jours hommes par mois pour venir faire un minimum de veille et de priorisation. Mais ça, c'est vraiment le grand minimum. Euh, donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ça va avoir un coût, ça va avoir un coût humain, et il va falloir faire itératif et faire petit à petit. Et tout le principe pour que vous puissiez commencer à faire ça, pour éviter le côté chronophage, c'est déjà d'identifier ben, qu'est-ce qui vous prend le plus de temps. Essayez de garder de l'interaction et de l'humain là où c'est le plus, je dirais, important, donc là où il y a des processus d'analyse, des processus de décision, et en fait d'automatiser le plus possible. Donc dès que vous pouvez, essayez d'avoir des outils de scan, essayez d'avoir des outils de centralisation de vulnérabilité. Il y a par exemple un excellent outil pour ça français, c'est des copains qui s'appellent Patrol, et eux ils font des excellentes choses autour de ça, c'est vraiment très chouette.
Et puis, du coup, essayer de pouvoir automatiser le plus possible petit à petit. Nous, c'est ce qu'on recommande globalement à nos clients. Souvent d'ailleurs, quand on parle d'argent, parce que forcément derrière, même si Rudder est open source, il y a une souscription et donc on commence à parler de monétaire. Souvent, on va parler de ROI. En fait, c'est le même principe à apporter à tout. Si vous avez un ROI, vous savez quel coût vous pouvez supporter par rapport au gain que vous allez espérer. Donc, essayez de lister toutes les tâches que vous allez faire, le temps que ça vous prend ou que ça peut vous prendre. Je prends l'exemple, on a une mutualité par exemple d'un homme qui nous a contacté. Il avait 200 contrôles à faire de sécurité sur l'ensemble de leur parc. Et ils ont calculé qu'en fait, il leur fallait 2 personnes à temps plein toute l'année pour pouvoir faire ça sur l'ensemble de leur parc. Donc, ça faisait environ 150 à 200 000 euros. Bah, quand vous avez ça comme chiffre et que vous savez que vous avez la contrainte de devoir faire ces contrôles de sécurité, bah, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile du coup de venir à positionner un outil qui va venir vous aider là-dessus. Roder a-t-il vocation pour remplacer un outil comme Qualys Cloud pour le scan et le patch management notamment? Ouais, complètement. En fait, ce qu'on reproche le plus, nous, au marché, c'est que tous les outils de sécurité sont des outils qui sont destinés uniquement aux équipes de sécurité. Et moi, je trouve ça détestable. Enfin, nous, on trouve ça détestable. Ce qu'on veut, c'est avoir des outils qui s'interopèrent. Donc, Qualys a des énormes intérêts, notamment en termes de veille et de détection de vulnérabilité et de priorisation de vulnérabilité. Il y a des choses qui sont superbes dedans. Nous, Roder, on va pas trop vraiment se positionner là-dessus. On a un mécanisme de détection de vulnérabilité parce qu'en fait, ça permet de donner une première base pour mieux remédier derrière. Mais à l'avenir, on va plutôt essayer de s'intégrer avec des outils comme Qualys, ce qui fait qu'en fait, chacun des niveaux vont être adaptés. C'est-à-dire que des gros organismes comme Banque de France ou Total ou Michelin vont avoir des moyens pour réussir à gérer un gros processus de détection et de priorisation de vulnérabilité. Rudder, ce n'est pas un outil purement orienté là-dessus, donc on va venir s'interopérer. Par contre, là où on est très bon, c'est sur tout ce qui est remédiation et gestion d'une production opérationnelle. Et donc, le tout, c'est de discuter avec les mêmes choses et de nous pouvoir apporter une remédiation opérationnelle, même quand elles sont complexes, à vos équipes. Donc, ça va dépendre. Soit ça va remplacer complètement. Je pense qu'en gros, pour tous les petits et moyens comptes, on a vocation à moyen terme de remplacer ce genre d'outils, notamment parce que les outils Qualys sont hors de prix aussi. Mais pour des grands comptes, il y aura beaucoup plus de l'interaction qui sera mis en avant, je pense. Voilà. Donc l'idée, c'était que nous, on est d'abord un outil de remédiation. Donc on est basé sur de la compliance. Donc vous pouvez voir en bas à droite qu'en gros, ça c'est vraiment la base même de Rudder. Vous allez définir un ensemble de règles. Et sur cet ensemble de règles, vous allez comprendre votre compliance, votre niveau de compliance. Donc que ce soit de la sécu ou pas de la sécu, hein, on a des clients, ils utilisent ça juste pour s'assurer que leur service Apache tourne en prod, quoi. Par exemple, dans les écrans de publicité à Genève. Derrière, il y a un Raspberry Pi avec Rudder qui tourne dessus et qui s'assure que le service affiche bien la pub au bon moment, quoi. Et donc, ça, il y a le niveau de compliance qui est derrière. Et donc, on a un retour visuel et concret en fait de ce qui se passe. Et la partie détection, remédiation de vulnérabilité qui vient en fait compléter ça et qui est un plugin. Donc, je le dis notamment pour les gens qui sont sur le webinaire et qui sont clients chez nous déjà. C'est un plugin supplémentaire. Contactez-moi pour en savoir plus. Et je parlais de préventif et d'application de baseline. Globalement, on a beaucoup de clients, Jaguar Network, BMW, Banque de France, qui justement utilisent Rudder pour venir appliquer des baselines de sécurité. Et donc, on a intégré récemment OpenSCAP et CIS, qui permet d'avoir des ensembles de bonnes pratiques de sécurité et qui viennent donc sécuriser vos systèmes par défaut automatiquement. Ce qu'il faut savoir aussi dans Rudder, pour ceux qui connaissent pas trop bien Rudder, c'est qu'on fonctionne en audit, mais on fonctionne aussi en remédiation et on peut basculer de l'un à l'autre. C'est assez pratique. Voilà, je vais arrêter mon auto-promo. J'espère que ça vous aura apporté des réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat maintenant. Je vais rester connecté pendant quelques temps. Je vous remercie pour votre écoute. Quels seraient les next steps que vous pouvez faire? Déjà, la première, c'est poser vos questions avant que le webinaire se termine dans le chat. La deuxième, c'est vous pouvez venir boire une bière au bureau. Ça, c'est sympa. On est toujours, on est à République, on est à Paris. On est la seule solution française et européenne de gestion de configuration. Et on fait partie d'Exatrust et donc on est des gens globalement plutôt sympas.
plutôt technique. Donc, si très ouvert pour discuter. On fait partie de la communauté open source, donc on aime bien partager notre savoir-faire et ce qu'on fait. Plus concrètement parlant, oui, je vais publier les slides et je vais les publier. On va les publier notamment sur le compte Twitter de Rudder. Donc, c'est @rudder.io. Donc, vous aurez les slides. Hop, 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 ici. Touk, touk, touk. La vidéo sera disponible sur Livestorm. Et alors, je ne sais pas trop quand. On l'enverra par mail en plus. Bon, voilà, je découvre. Du coup, on vous l'enverra par mail aussi par la suite. Et puis, à terme, ça finira par être dispo de toute façon sur notre site à un moment donné. Vous pouvez tester Rudder. Rudder est open source. Ce n'est pas de l'open core, donc ça veut dire que c'est le même Rudder pour tous nos utilisateurs et nos clients. On essaye d'avoir un fonctionnement équitable, constructif, collaboratif. Le principe, c'est qu'on vient rajouter en fait des plugins qui viennent rajouter des fonctionnalités et du support évidemment. Donc c'est une souscription mensuelle ou annuelle. Donc ça veut dire que vous pouvez déjà commencer à utiliser Rudder. Modulo que pour la partie détection de vulnérabilité, c'est un module payant sous souscription, donc je pourrais vous fournir sans souci une évaluation d'un mois ou deux selon votre besoin, très ouvert pour discuter. Vous allez voir, on n'emmerde pas trop les gens globalement. Si jamais vous voulez, nos clients qui sont peut-être sur le chat, dites ce que vous voulez, hein, je parle sous le contrôle de vous. Mais globalement, on n'est pas des gens trop chiants là-dessus. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Et surtout, on essaye de prendre un maximum de feedback. Euh, Rudder, donc c'est un outil qui est à la base très ops et qui s'oriente vers le SecOps et vers la sécurité. Et Rudder a toujours été un outil qu'on a co-construit avec nos utilisateurs, open source ou clients. Et donc l'idée c'est de co-construire ensemble. Si jamais il y a des choses qui ne vont pas, on intègre les feedbacks et on vous en parle pour savoir quand est-ce qu'on le priorise dans la roadmap et comment on avance et comment on fait cette histoire ensemble. On essaye de faire ça intelligemment. Entendu, Louis, j'ai noté que vous souhaitiez tester la détection et le patch management, donc on reviendra vers vous très rapidement. Je crois qu'on devrait avoir votre mail. Et sinon, n'hésitez pas à nous contacter. Si jamais vous avez, ici, c'est s@rudder.io. Tuk, tuk, tuk. C'est l'adresse mail de notre mailing list commerciale. Donc on pourra vous répondre là-dessus. N'hésitez pas à dire que vous venez du webinaire et j'essaierai de pouvoir vous répondre, sinon ce sera mon collègue Clément qui vous répondra. Edzone sur Rudder. Alors, il fut un temps, on faisait des GIR, ce qu'on appelait des GIR, c'était des journées d'introduction à Rudder. Je crois même qu'on a un de nos clients qui est passé par une GIR et qui est ici sur le webinaire en ce moment. Donc, c'était des demi-journées de découverte. On le faisait, on ne le fait plus. Si jamais ça vous intéresse, ouais, Guillaume, c'est toi exactement. Coucou. Du coup, si jamais ça vous intéresse, on peut faire on pourrait faire un webinaire dédié sur une journée d'introduction. Et donc, on pourrait le faire ponctuellement. Donc, il suffirait que, je ne sais pas si vous êtes 2, 3, 4 à me dire, ça nous intéresserait de faire un atelier découverte de Rudder. Il n'y aura pas de souci. Je vous le, on pourra faire une partie hands-on. Alors, si jamais ça vous intéresse, sinon, de toute façon, sur la documentation de Rudder, il y a un Getting Started, donc vous pouvez le faire en autonomie. Et si jamais ça vous intéresse de faire un hands-on, on peut faire pendant 2 ou 3 heures, soit un webinaire, soit carrément même une visio sur BBB, sur Big Blue Button, et en mini formation de 2-3 heures, et comme ça, on fait ça tous ensemble. Donc ça, c'est faisable. Cool. Bah écoutez, content que certains d'entre vous soyez contents d'avoir découvert Rudder et que ça vous intéresse. Sur les journées d'introduction, Guillaume, tu as bien raison. C'est dommage que les journées d'introduction s'arrêtent. La réalité, c'était que ça demandait beaucoup de travail pour nous et il y avait de moins en moins de gens qui étaient très intéressés pour prendre une demi-journée complète pour faire une découverte de Rudder.
J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de pression sur les équipes opérationnelles et ils ont de moins en moins de temps et de disponibilité pour faire de la veille, ce que je regrette. On essaye de fonctionner un petit peu différemment. Maintenant, on a fait un Getting Started sur le site. On va faire des vidéos de tutos un petit peu pour essayer de permettre aux gens de faire ça un peu quand ils veulent. Soyons clairs, nous, on est toujours prêts à aider les gens. D'ailleurs, on le fait en one-to-one maintenant quand on a des prospects ou des leads qui nous disent j'aimerais bien découvrir Rudder. Est-ce que vous pouvez prendre le temps de m'expliquer, de faire un POC ensemble? Généralement, on le fait gratuitement et avec beaucoup de bonne volonté. Bon, évidemment, si on détecte qu'en fait c'est juste pour profiter gratos de Rudder et d'avoir une formation gratos, on n'est pas trop chaud, mais encore une fois, on fonctionne en bonne intelligence et donc on le fait de plus en plus en one-to-one. Mais surtout, peut-être Camille, note de poser la question en plus si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour faire un atelier, eh bien, on le fera. En- Ah, c'est marqué dans le sondage. Ah oui, ok. Alors du coup, dans la partie section sondage, il y a Camille qui m'a dit que elle a mis est-ce que vous seriez intéressé par un atelier découverte? Donc cliquez dans l'onglet sondage à côté du chat et répondez par oui ou non. Et nous, après le sondage, on saura qui serait intéressé ou pas par donc un atelier découverte. Pour être clair, donc plugin OpenSCAP, CVE et CIS ne sont pas inclus dans la souscription de base. OpenSCAP et CIS sont disponibles gratuitement et en open source. Donc, vous pouvez les utiliser dès maintenant. Euh, le site est pas suffisamment bien fait. On va le refaire entièrement là cet été. Donc, ça devrait être plus clair. Valentin ou n'importe qui, hein, n'hésitez pas à nous contacter en nous disant j'aimerais bien tester CIS, OpenSCAP, CVE, il n'y a pas de souci, on cache rien du tout et du coup on vous donnera directement. Donc OpenSCAP et CIS, c'est déjà gratuit open source, vous pouvez l'utiliser, le télécharger dès maintenant. CVE, oui, par contre, c'est sous souscription. Pour être clair pour nos clients actuels, c'est inclus dans la souscription premium. Et par contre, dans la souscription standard, c'est en option. Maintenant, on discute généralement pas mal avec nos clients pour essayer de s'ajuster. On est généralement moins cher que nos concurrents. En gros, on s'échelonne entre 40 et 120 euros maximum par nœud par an. Nos concurrents sont plutôt de l'ordre des 100 minimum à 200, 250, voire 300. J'ai entendu parler de certains, notamment les outils de chez Microsoft SSM, où ça pouvait monter jusqu'à 4 ou 500 par machine sur les serveurs. Donc on est déjà moins cher de base. C'est notre boîte, on doit rien à personne puisqu'elle nous appartient. Donc du coup, on est assez souple aussi sur les tarifs, on s'arrange bien avec nos clients. Merci Guillaume, c'est cool de mettre en avant le fait que c'est cool de rencontrer l'équipe. On aime bien rencontrer nos utilisateurs aussi. On va essayer de fêter les 10 ans de la boîte quand le Covid sera calmé. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais dès que ça sera possible, on essaiera de faire ça. Et donc, ça sera sans doute l'occasion de pouvoir rencontrer l'équipe, y compris les anciens qui ont participé à la boîte. Et donc, voilà, c'est très cool. Au plaisir en tout cas de vous avoir eu déjà en webinaire. J'espère vous avoir à nouveau à l'avenir. On va essayer de faire plus souvent des webinaires, de faire plus souvent des articles aussi qui vont venir parler de Rudder. Si jamais vous voulez nous aider, on est ultra preneur d'avoir des feedbacks. Donc, de la part de non-utilisateurs de Rudder, c'est quoi vos difficultés en ce moment? On a vraiment besoin de savoir quelles sont vos difficultés et on a vraiment besoin de savoir aussi comment vous faites pour trouver des outils ou des solutions à vos problèmes. Franchement, d'un point de vue marketing, parce que nous, on est des techs avant tout, hein. Donc, du coup, d'un point de vue marketing, ça nous aiderait beaucoup de savoir où est-ce que vous allez chercher l'information et comment on peut faire pour réussir à faire connaître Rudder beaucoup plus. Et pour nos clients, ça nous intéresserait beaucoup de savoir quelles sont les valeurs ajoutées que vous avez avec Rudder et qu'est-ce qu'on peut mettre plus en avant. Si jamais vous pouvez nous aider à rédiger des choses, on aime bien avoir des user stories aussi pour partager ça aux autres. Donc c'est l'esprit de partage et de l'open source. J'espère ne pas avoir trop saoulé. C'est particulier de faire un webinaire. C'est difficile d'avoir un échange dans les deux sens. N'hésitez pas à nous faire un retour, par mail lorsqu'on vous demandera ce que vous avez pensé du webinaire.
Merci à tous, bonne journée et à très bientôt, je l'espère. Et puis, je pense que la prochaine fois, ceux qui veulent me voir en vrai, je vais aller à l'IT and Security Meetings. Ça va se passer en septembre, c'est à Cannes. Donc, tous les responsables de production, les responsables de sécurité peuvent y aller gratuitement. Si ça vous intéresse, passez par moi, je peux vous faire rentrer dans le système. Le principe de l'IT and Security Meetings, c'est vous rencontrer des pairs, donc responsables de prod et sécu. En gros, c'est des systèmes d'ateliers en rendez-vous B2B avec des fournisseurs de services, donc comme nous par exemple, ou des éditeurs. Mais il n'y a pas que ça. Donc il y a une partie où c'est effectivement rencontrer des éditeurs, donc c'est pas mal pour connaître un peu les différentes solutions de marché. Mais il y a aussi des ateliers, des conférences. Je sais que moi j'ai beaucoup d'amis RSSI et FSSI, puisque dans ma précédente vie, je travaillais avec les ministères, et ils sont très contents de pouvoir rencontrer des pairs et de discuter entre eux. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, pareil, l'IT and Security Meetings, faites-moi un signe et je vous ferai inviter. Merci, merci Kamel. J'espère que ça t'aura donné un peu plus de détails. Merci beaucoup, merci à tous. Et alors, tiens, est-ce que je peux stopper j'aimerais bien stopper pas ma webcam, mais le partage d'écran, comme ça on me voit quand même un peu. Je sais pas si les gens me voyaient jusque-là. Moi qui ai mis un beau t-shirt rôdeur, alors, donc pareil, si ça vous intéresse, passez au bureau. Bonne journée à tous et à très bientôt. Faites attention dehors. Portez le masque, c'est important. C'est pas que pour vous protéger, c'est pour protéger les autres aussi. Au revoir.